Avant d'avoir des enfants, mon seul objectif, c'était tout simplement d'être un bon papa. Le père parfait n'existant pas, je voulais aussi les élever sans violence. J'avais envie de devenir une mère patiente, aimante, voilà, prête à tout pour mes enfants. Être une mère parfaite, pour moi, ça voulait dire quoi? Avoir toujours le sourire, être zen, calme, être ouverte à la discussion, les accompagner partout, être dans l'échange. Tu peux essayer de faire tout seul? Non. Allez, va te laver les mains. Il n'y a plus grand-chose. Alors ça, ils vont peut-être être un peu mous aussi. Hein. Tu veux essayer ou pas? L'arrivée de mes 3 enfants coup sur coup, ça n'a pas été facile à gérer. Je me sentais inefficace, brouillon dans ma façon de les éduquer. Je partais dans tous les sens, parce que je ne prenais pas le temps de réfléchir, parce que tout allait vite, que je faisais tout dans l'urgence. Je m'occupais des 3 en même temps. Et les conséquences, c'est que je n'arrivais pas à penser correctement, et je perdais patience. Voilà. C'est lourd d'avoir la responsabilité des 3 avec leurs différences. En plus, le fait de ne pas entendre, je ne savais pas ce qu'ils se disaient. Donc forcément, ça déstabilise. Ils se sont dit quoi, comment, pourquoi? C'était très frustrant pour moi. Du coup, je m'emportais vite. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est culpabilité. Je trouve que quand on devient parent, peut-être un peu plus quand on devient maman, on se sent coupable en fait. Si on choisit de donner le biberon plutôt que d'allaiter. Là, comment on va les faire dormir, par exemple. On a l'impression que ça va jamais, en fait. Et tout d'un coup, je trouve que quand on devient parent, on ressent vraiment la pression de la société. Allez, ton agenda. Lecture, ok, dictée. Faut juste lire 60-61, je crois. Oui. Ouais. Alors, le vocabulaire. Quand tu dis « ils ne vont pas tarder », Ils vont commencer à sortir et ils vont bientôt arriver. oui, c'est ça, ils ne vont pas tarder, c'est qu'ils vont bientôt arriver. C'est bon. Ouais, je vais faire un dessin. Le pire, c'est les magasins. C'est pour ça que je fais plus les courses avec eux. Ils sont terribles. Dès qu'ils entrent dans un magasin, terrible. J'ai plus envie de m'en occuper. Alors depuis un certain temps, j'essaie de faire les courses tout seul. Je vais les chercher qu'après. Dans un magasin, ils courent dans tous les sens. Ils tiennent 5 minutes, pas plus. 1 heure, c'est pas possible. Ils s'énervent, ils se chamaillent et je dois les séparer. Mais ils courent dans tous les sens. Ça me rend dingue. Et en plus, tout le monde nous regarde. J'ai horreur de ça. C'est le pire pour moi. À la limite du cauchemar. Un vrai cauchemar. Donne-moi Pikachu. C'est ma Pikachu. C'est moi qui ai fait. On découvre en fait ce que veut dire le mot fatigue. Avant d'avoir des enfants, on se sent fatigué, on est fatigué d'une journée, mais en fait, on ne sait pas ce que ça veut dire le mot fatigue. Et une fatigue qui va être physique, qui va être intellectuelle aussi, qui va être au niveau de l'émotion, parce qu'on est toujours sur le qui-vive en fait quand on a des enfants. On a peur pour eux,
Donc on est toujours en train de surveiller. Et puis il faut concilier notre vie professionnelle. Si on continue, il faut la maison, il faut essayer de un minimum l'entretenir, etc. Et je dirais que c'est vraiment la fatigue, qui a le sentiment numéro 2 qui arrive après la culpabilité ou en même temps. C'est vraiment cette notion de fatigue. Souvent, quand je rentre le soir, j'ai pas envie de voir les enfants. Je n'en peux plus. Je me déçois, je n'ai pas réussi leur éducation. Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi je m'emporte tout le temps? Les premiers symptômes, en fait, là où je me suis dit, là, vraiment, ça devient sérieux, ça devient difficile, c'est le manque d'envie, en fait, pour tout. J'avais plus envie de rien, j'avais une lassitude, en fait. Tout m'ennuyait, tout me fatiguait d'avance. J'avais plus envie de faire des sorties, j'avais plus envie forcément de passer du temps avec mes enfants. Les symptômes qui m'ont alertée, c'est que je ne souriais plus. J'avais beaucoup maigri. Dès que l'un de mes enfants m'interpellait, même pour pas grand-chose, je surréagissais. Je me suis dit, mais c'est pas moi ça. Donc je suis tout de suite allée consulter mon médecin généraliste. Et là, il m'a annoncé que je faisais un burn-out. Moi, j'imaginais pas ça du tout. Pour moi, le burn-out, c'était uniquement lié au travail. Mais il m'a dit non, ça peut aussi arriver aux mamans à la maison. Bon. Je dirais ce qui m'a vraiment décidée à aller consulter, c'est quand je me suis rendu compte que j'étais plus du tout disponible pour mes enfants. Là, ça a été vraiment la limite, où je me suis dit là, tu n'as pas le droit. Et on m'a envoyé voir le médecin du travail. Et c'est là où elle m'a parlé de burn-out et où elle m'a dit si vous continuez, vous allez droit dans le mur. Et ça ne sera pas un arrêt d'1 mois, parce que là, elle m'a arrêté pour 1 mois. Elle m'a dit ce ne sera pas un arrêt d'1 mois, ça sera peut-être 1 an, 2 ans, et puis vous ne serez peut-être pas capable. Et ce qui m'a fait réagir, c'est quand elle m'a parlé de mes enfants. Le burn-out, au début, je ne pensais pas que ça pouvait me concerner. C'est par hasard que j'ai fait le lien. Il se trouve que j'ai un collègue un peu plus âgé que moi. Il n'est pas vieux, il a 40, 50 ans. Il se sentait stressé, il s'inquiétait d'être en burn-out, alors il a fait des recherches sur Internet. J'ai jeté un œil sur ses recherches et là j'ai pris conscience que ça correspondait à ce que je vivais. Débordé par mes enfants, épuisé le soir, énervé tout le temps. Et pas de temps en temps, mais quasiment tous les jours. Et réveillé la nuit à cause du stress. Je correspondais tellement aux critères du burn-out, je me suis dit, c'est ça. Alors le burn-out, c'est un syndrome, un trouble du spectre du stress. Et donc il provient d'un excès de stress dans le rôle parental, dans le domaine de la parentalité, avec pas suffisamment de ressources pour y faire face. On a des traces dans l'histoire que bien sûr ça existait, mais il y a aujourd'hui des circonstances sociétales qui font que cette souffrance, elle se révèle, elle est peut-être plus fréquente, ou elle se dit en tout cas. Il y a un changement majeur qui est tout l'intérêt que la société porte au bien-être des enfants et qui vient responsabiliser les parents, les conscientiser du rôle très important qu'ils ont à jouer dans l'épanouissement et la stimulation des enfants, qui vient en fait ajouter une charge très importante et une volonté de bien faire chez les parents qui amène certains à devenir particulièrement perfectionnistes. Et donc, en fait, on vit tous des stress au quotidien en tant que parents, mais normalement, on a des ressources pour y faire face, l'aide de son conjoint, ou l'aide de la famille, ou même des ressources personnelles. Et en fait, ce qui amène le parent progressivement à s'épuiser dans sa parentalité, c'est quand il y a beaucoup trop de facteurs qui augmentent le stress, et donc plus assez de ressources pour compenser. Et donc, quand ce déséquilibre entre les facteurs de stress et les ressources est trop important pendant trop longtemps, eh bien, c'est ça qui amène les parents au burn-out. Ah, bonjour madame. Bonjour.
Vous allez bien? Oui, merci. Bienvenue. Merci. On va s'installer? Oui. On va commencer. Je vous en prie. Alors très concrètement, ce qu'on fait dans la prise en charge, eh bien, c'est qu'on part de cette conceptualisation de la balance qui est très concrète et très facile à comprendre pour les gens. Et donc ce qu'on va toujours les amener à faire, c'est à composer leur balance, c'est-à-dire à identifier quels sont les facteurs de risque qui pèsent et les ressources dont ils disposent déjà ou encore. Vous devez penser que dans cette balance, il y a d'un côté tout ce qui vous coûte au quotidien et de l'autre côté tout ce qui vous nourrit au quotidien. Et c'est le déséquilibre entre stresseurs et ressources qui fait que vous ressentez cet état de stress. Donc, on essaiera de construire votre balance. Je vous donne des petites cartes. Vous voyez, il y a deux côtés. Donc, un côté vert et un côté rouge. Alors, le côté vert présente toutes celles qui peuvent être votre ressource, donc tous les facteurs positifs sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour aller mieux dans votre quotidien, pour souffler. Et du côté rouge, vous avez les stresseurs. Alors, je vous demande d'abord, pour chaque carte, de choisir le côté qui correspond le mieux à votre situation et ensuite de le placer sur votre balance. Il y a des stresseurs qu'on appelle situationnels. Par exemple, dans l'expérience d'un parent, un parent peut avoir un enfant avec une maladie chronique, par exemple, un trouble de l'apprentissage. Et c'est un facteur de risque qui pèse sur le quotidien, bien évidemment, du parent. Ou bien le fait, au niveau personnel, le fait d'être très perfectionniste, donc d'avoir un perfectionnisme parental qui nous amène à essayer d'être toujours au top dans notre rôle de parent, ce qui génère du stress dans le quotidien du parent. Et du coup, les ressources, c'est l'autre côté de la balance, et donc on essaye d'apporter l'attention sur toute une série de situations, de caractéristiques personnelles ou des ressources qu'il y a dans l'entourage du parent, par exemple le soutien d'un proche, le soutien d'un voisin. Le fait d'être sourd, c'est justement un facteur sur lequel on n'a pas le contrôle. On ne peut pas modifier cette condition spécifique, ces situations, mais on peut profiter du fait qu'on fait partie, par exemple, d'une communauté dans laquelle il y a plein de parents qui partagent la même condition. Et donc, cette communauté peut devenir une grande ressource pour un parent épuisé. Alors, asseyez-vous. Donc, vous pouvez vous rapprocher. Merci. Alors, là maintenant, on va chercher cette mèche. On peut mesurer à travers les cheveux les niveaux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc, c'est l'hormone qui répond vraiment aux situations de stress dans le corps de l'individu. Parfait, c'était déjà 3 cm. Et on coupe. Dans chaque centimètre des cheveux, nous avons l'histoire d'un mois de cortisol dans le corps. Et du coup, vous avez vu, j'ai calculé 3 cm à partir du crâne parce qu'en fait, on va envoyer cette mèche au laboratoire qui va analyser les 3 premiers centimètres des cheveux pour avoir un aperçu du niveau de stress au niveau physiologique perçu de l'individu dans les 3 derniers mois. Isa ? Oui. Je viens de rencontrer encore un parent. Donc, j'ai fait le prélèvement du cortisol capillaire. Là, maintenant, on peut envoyer les paquets au laboratoire pour avoir les résultats. Excellent. Très bien, je m'en occupe. Merci. En fait, nous avons observé que le niveau de cortisol capillaire entre avant et après l'accompagnement, il y a une diminution de 50% de cortisol présent dans les cheveux. La gestion des émotions, on dit que c'est vraiment un facteur qui est transdiagnostique, c'est-à-dire que mieux on gère ses émotions et moins on va être à risque pour toute une série de problèmes de santé mentale. C'est vrai pour le burn-out professionnel, ce sera vrai pour la dépression, c'est vrai pour l'anxiété. Quand on a des enfants, les enfants, eux, ils sont immatures dans la gestion de leurs émotions. Et donc, ils ont toujours besoin de ce qu'on appelle un co-régulateur. En tant que parent, on est sollicité non pas seulement par ses propres émotions, mais par les émotions de l'enfant qu'on va aider à réguler. Donc c'est une double charge. On doit prendre ses émotions en charge et toujours les émotions des enfants. Quand les enfants se disputent et qu'ils sont très en colère l'un contre l'autre, il ne faut pas s'attendre à ce qu'eux-mêmes régulent leur propre colère. On va devoir intervenir en tant que parents
qu'adultes et leur donner les clés pour arriver à gérer leurs propres émotions. Et donc ce travail de co-régulateur en tant que parent, il a un coût. Et si on n'arrive déjà pas bien à gérer ses propres émotions, alors on n'a pas forcément les clés pour gérer celles des enfants et ça peut donner des situations familiales qui sont ultra stressantes en fait. Je peux avoir une banane. Il n'y en a pas. Je peux avoir une orange. Il n'y en a pas. Il faut qu'on aille faire les courses, là. Il n'y a plus rien. Ouais, Il n'y a plus rien, là. Après, il y a eu des compotes. Une compote, oui. Si tu veux. Alors, il n'y en a qu'une, là, mais je peux aller voir s'il y en a d'autres. T'en veux? Tu m'as dit que t'en voulais pas tout à l'heure. Tu veux que j'aille voir s'il y en a d'autres ou pas? Tu veux que j'aille voir s'il y en a d'autres? Oui. Je suis pas sûre. Hein. Non, je vais aller voir. Mais sinon, qu'est-ce que je prends après, toi? Un yaourt. Tu mangeras jamais, papa. Le burn-out m'a fait réfléchir. Et je me demande s'il y a des femmes qui arrivent à être des mères parfaites. J'en doute. Mais je n'en ai jamais discuté. Je pense que les gens n'osent pas dire, en fait, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, par peur, justement, d'être jugés eux-mêmes. Et donc, en fait, à force de... Tout le monde a peur d'être jugé, et au final, personne ne dit la vérité. Et moi, je sais que j'ai toujours dit les choses assez librement, parce que pour moi, j'étais un peu naïve. Pour moi, voilà, je disais les choses. Et il y a quelques personnes, quand même, qui étaient choquées. Et quand je disais, mais en fait, je suis désolée, je te choque. Et en fait, on me disait, mais non, mais en fait, ça me fait du bien parce que tu dis les choses. Et là où je me suis rendu compte qu'en fait, tout le monde était un peu dans la même galère. C'est comme ça. Il faut accepter d'être une maman maladroite, de ne pas être parfaite. Il faut avancer en faisant un travail sur soi, en se remettant en question. Il faut essayer en tant que maman de prendre de la distance, de temporiser, de gérer au mieux. Et puis j'ai quelques amis qui me conseillent, avec lesquels je parle. Il faut en parler tous les jours, tous les jours. Bonjour, venez, je vous en prie. La problématique du burn-out parental est absolument extraordinaire à étudier parce que c'est une question de sens à notre vie sur ce 21e siècle. Alors, quand un parent vient me voir en me disant que ses enfants sont insupportables, dans un premier temps, j'essaye de voir comment les parents fonctionnent avec leurs enfants. C'est-à-dire, je demande aux parents, mais comment vous leur parlez ? Quel est le niveau d'énervement dans la maison? Comment, quand vous rentrez le soir, comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce que vous tournez comme une toupie dans la maison pour lancer de lessive, courir dans la cuisine, faire 1000 choses? Ou est-ce que vous vous détendez, vous prenez vos enfants dans les bras, vous leur parlez doucement, vous prenez le temps d'être très tendre avec eux? Est-ce que vous êtes présent avec vos enfants? La problématique du burn-out parental, c'est une question fondamentale actuellement, parce que sous ce problème-là, il y a une question de sens de la vie. Et les enfants qui sont vraiment fantastiques sur ce plan-là, ce sont les meilleurs psychologues de la planète, sentent bien qu'il y a un non-sens au fonctionnement de leurs adultes de référence, et ils le montrent avec les moyens qu'ils ont, leurs moyens d'enfant. Et si les parents s'arrêtent juste au fait que les enfants sont difficiles actuellement, c'est qu'ils n'auront rien compris au message. Le message à comprendre de leurs enfants, c'est qu'est-ce que vous nous montrez de notre future vie d'adulte? Une des grandes particularités de cette dépression, qu'est le burn-out parental, c'est que lorsque les parents ont compris le dysfonctionnement, ils peuvent rapidement reprendre confiance en eux et se repositionner en tant que parents conséquents, solides. Finalement, c'est ce qu'attendent les enfants. Et la problématique peut se résoudre très rapidement parce que c'est ce que les enfants attendent par-dessus tout. Qu'il y ait un revirement de situation et que leurs parents reprennent confiance en eux.
J'ai vu la psychologue vendredi dernier et elle m'a donné des exercices intéressants sur la respiration. C'est tout simple, ça dure 5 minutes. Je dois les faire 3 fois par jour, matin, midi et soir. Il faut prendre le temps de respirer tranquillement, de contrôler sa respiration et automatiquement, ça détend le corps, ça rend zen. Bon, j'ai essayé, j'ai commencé vendredi dernier, mais j'ai pas eu les enfants depuis. Je les aurai ce soir, on verra. Ce que je peux dire, c'est qu'avant, même si j'étais seul, il me suffisait de penser à l'organisation à venir entre mon travail et les enfants pour stresser. Et maintenant, après avoir fait l'exercice de respiration, je me sens différent. Je suis plus stressé, je me sens plus zen. Bon, je reste un peu énervé, mais je ne suis plus stressé. Je suis surpris. Alors au-delà des consultations, on trouvait que c'était important d'avoir des outils qui soient accessibles au plus grand nombre et qui jouent un rôle en fait de prévention. Et donc on a imaginé une petite application qui a été développée en fait pour que la plupart des gens qui se posent des questions sur tiens, où est-ce que moi j'en suis? J'ai entendu parler de ce phénomène et c'est vrai que c'est des choses que je ressens. Est-ce que je suis concernée? On va commencer par pouvoir faire un test où on peut identifier où on en est dans le processus de burn-out. Ensuite, il y a une seconde étape, si je veux aller plus loin. Est-ce que je veux comprendre ce qu'il y a dans ma balance parentale? Quels sont les risques qui pèsent sur moi et quelles sont les ressources? Et en fonction de ça, la petite application va vous proposer 3 types de programmes. Donc si vous avez plus de facteurs de risque dans le domaine, par exemple, de vos relations avec vos enfants, eh bien, on va vous proposer le programme lié à la parentalité. Et donc l'application va quotidiennement, pendant 4 semaines, vous envoyer des petits exercices à faire. Donc un petit exemple d'activité, c'est qu'à un moment donné, on va vous dire votre tâche d'aujourd'hui, c'est d'essayer de regarder votre enfant avec des yeux positifs. Et donc, à un moment de la journée, vous allez devoir prendre une photo de quelque chose que fait, dit, ou une posture qu'a votre enfant, et où vous trouvez qu'il est beau, qu'il est sympa, que vous le trouvez positif, en fait, peu importe les raisons. Et cette petite photo, vous allez la stocker dans l'application, et donc vous allez accumuler en fait toute une petite histoire que vous allez vous construire pour retrouver du plaisir dans la parentalité, pour moins vous épuiser, pour par exemple faire des choix et être capable de lâcher prise sur toute une série de choses qui constituent de la charge mentale. Je sais plus comment ça s'appelle, quoi. Alors, ce que le burn-out m'a appris et ce que j'en ai tiré, parce qu'il faut toujours tirer le positif de quelque chose de négatif qui nous arrive, sinon voilà. Ce que ça m'a appris déjà à m'occuper de moi. Donc ça a été la première leçon, de me rendre compte que je m'étais complètement oubliée, en fait. Je faisais passer mes enfants, ma famille avant moi, même mon travail, etc. Et je m'étais complètement oubliée. Donc j'ai appris à redécouvrir un peu l'égoïsme. Donc concrètement, si un mercredi après-midi, je ne travaille pas, mais que j'ai envie, que j'ai besoin, parce que je suis fatiguée d'avoir du temps, je peux mettre mes enfants à la garderie, par exemple. Ça a été la première chose. Également, ce que ça m'a appris à demander de l'aide, à oser demander de l'aide. Avant, je n'osais pas. Je pense par peur d'être jugée, par peur de déranger. Ça m'a appris également à compartimenter. Souvent, je pense que le burn-out vient du fait qu'on a toujours l'esprit occupé. Quand on est au travail, on pense à ce qu'on va faire avec nos enfants, ou on pense à la lessive qu'on n'a pas faite, ou les courses qu'on n'a pas faites. Quand on est avec nos enfants, on va penser au travail qu'on a en retard. Ça, c'est ce que je faisais assez systématiquement. Finalement, j'appréciais aucun moment. J'étais jamais dans le moment présent. Et maintenant, je compartimente beaucoup. C'est-à-dire que quand je suis au travail, je suis à 100% dans mon travail. Voilà, le reste, tant pis. Et quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants. Qu'est-ce qui est important? Dans mon cas, j'ai eu besoin de m'extraire de ma famille. C'est un conseil qu'on donne, de sortir de son cadre familial. C'est vrai que moi, j'ai passé beaucoup de temps avec et pour ma famille. Je faisais très rarement garder mes enfants. J'étais tout le temps là, tout le temps. Pendant presque 1 an, j'étais tout le temps à la maison. Il fallait que je décroche, que je prenne l'air, que j'aille au cinéma, que je me permette de m'évader pendant 1 semaine et que je laisse le papa s'occuper des enfants, sans moi. On a besoin de lâcher pour pouvoir revenir avec une nouvelle énergie. Le sourire, apaisé. C'est un vrai besoin. Je le fais de temps en temps et il faut que je continue à le faire. Il y a quand même
une pression qui reste là, à vouloir être parfait dans son travail, en tant que maman, etc. Et moi, si j'ai accepté de témoigner, c'est pour dire non, faites attention. Moi aussi, je me croyais au-dessus de tout ça. Et puis j'ai craqué. Et si on peut éviter d'en arriver là, ben c'est mieux. Donc si on peut reconnaître les symptômes avant, ben tant mieux. Parce que voilà, je le souhaite à personne, en fait. De vivre un burn-out, je le souhaite à personne. Et donc si ça peut faire en sorte que des personnes se reconnaissent en avant, en amont, en se disant bah, oh là là, oui, là peut-être que je vais pas bien et il faudrait que j'aille voir quelqu'un, bah, tant mieux, en fait. C'est mon but.